Donc, est-ce qu'on peut commencer? Oui, moi, à mon Oui, niveau, on peut commencer. Ok. D'accord. Donc, on va débuter. Alors, donc, avant déjà de débuter, si vous aviez un petit bout de papier à côté, merci de garder un bout de papier à côté avec vous. Parce que pour ce cours, déjà, on termine avec ce cours déjà pour que de façon pratique en entreprise, on ait des arguments solides déjà pour accompagner déjà la gestion de nos déchets. Et quand on parle déjà de déchets en entreprise, on fera allusion à quoi? Donc, ça répond toujours au principe déjà de l'environnement. Quand on sait que déjà, dans la santé, sécurité déjà au travail, la loi fait obligation déjà pour l'employeur déjà de identifier les risques, de mettre à disposition déjà les mesures à travers les équipements de protection individuelle et même collectifs pour que déjà ceux qui recrutent puissent travailler en toute sécurité. De même aussi en environnement, le code de l'environnement va encadrer déjà, en catégorisant déjà les différentes entreprises, des entreprises de classe A pour des entreprises dont leur activité déjà peut avoir un fort impact sur l'environnement. Donc, pour ces études-là, on pourra déjà les demander déjà avant la mise en place déjà du projet, de faire une étude spécifique au management de l'environnement. Donc, pour certains, il sera amené déjà à faire ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental. Pour des entreprises qui ont moins d'impact sur l'environnement, ces entreprises-là, pour eux, pourront faire ce qu'on appelle la notice d'impact environnemental et pour d'autres, la prescription environnementale. Et dans ces documents-là, il y a des outils de contrôle qui vont accompagner le projet. Donc, avant le projet, naturellement, l'environnement déjà va nous imposer par ces différents organismes de faire une étude pour voir déjà l'état initial qui va abriter notre projet. Ensuite, sur cet état initial-là, quels sont les impacts que notre activité aura déjà sur cet environnement initial? Et ça sera catégorisé par chaque entreprise, comme je l'ai dit. Et donc, pendant maintenant le projet, il y a des documents qu'on appelle des documents déjà de contrôle. Et dans ce document, on pourra déjà avoir beaucoup d'autres aspects tels que le plan de gestion environnementale qui sera consigné même dans l'étude. Plan de gestion environnementale, lequel document déjà pourra déjà contenir tout ce qui est comme recommandation, tout ce qui est comme engagement du promoteur quant au respect même de l'environnement à travers déjà des plans, des actions qui promettent de pouvoir mettre en place pendant l'exercice même de l'activité. Et donc, pour ce faire déjà, le Code de l'environnement déjà nous dit tout simplement, toute activité, plutôt toute entreprise déjà doit veiller de sorte à ce que ces activités n'aient pas un impact sur l'environnement. Si jamais il y a un impact, naturellement, cette entreprise en est responsable et pour ce faire, pour respecter le principe déjà du management environnemental qui répond au principe du pollueur-payeur, il sera obligé de pouvoir restaurer même cet environnement qui est modifié. Et donc, voici un peu déjà comment ça se passe, un très bref résumé. Donc, de la même manière qu'en santé-sécurité, on parle déjà des principes liés déjà à la prévention. De même, en environnement aussi, il y a des principes qu'il faut respecter, notamment le principe déjà de la prévention de précaution qui dit que pour tout projet, il faut proposer des actions de sorte à ce qu'on puisse éviter l'impact même sur l'environnement tout en prenant des petites précautions pour accentuer le plan de suivi. Et donc, le deuxième principe, on nous parlait déjà du principe de pollueur-payeur, c'est-à-dire celui qui pollue l'environnement. Quand on sait que nous tous, nous partageons l'environnement, celui qui pollue l'environnement, naturellement, est obligé déjà de le réparer. Et ensuite, le troisième principe sera le principe de l'information et la participation du public. Donc, pour dire que tout promoteur déjà d'un projet est tenu
parce qu'il vient s'installer dans un environnement de départ. Donc, il est en même temps tenu d'informer l'ensemble de la population, l'ensemble du public déjà de cet environnement sur tout ce qui est comme, bon, ici en environnement, on va parler de risque, on va parler d'impact de ces activités sur eux. Raison pour laquelle vous allez aller en mine, vous allez aller dans la cimenterie pour des gros projets, on intègre toujours la responsabilité sociétale de l'entreprise ou même encore les relations communautaires pour gérer ces ponts-là, afin de mettre en place un système pour pouvoir accueillir les plaintes au cas où nos activités ne respectent pas donc l'environnement. Et ensuite, le dernier principe déjà va répondre au principe de la non-régression, c'est-à-dire le cap qui est maintenu, soit on dépasse, mais il ne faut pas régresser. Et ça va prôner ce qu'on appelle donc l'amélioration continue. Par contre, pour parler déjà de typologie et de gestion des déchets, la loi nous l'impose. On est responsable de nos déchets, partant jusqu'à la production, partant jusqu'au stockage, partant jusqu'au transport et jusqu'à l'élimination. De sorte à ce que l'élimination même de ces déchets-là aussi se fasse dans dans le respect de l'environnement. Maintenant, pourquoi on met ce module en place? Pour qu'en tant qu'acheteur de façon pratique en entreprise, on puisse proposer un système de gestion pour accompagner les déchets en fonction même de l'activité de l'entreprise. Donc, certains pays déjà vont disposer déjà des plans de gestion des déchets classiques, tout et tout, mais beaucoup plus commence à s'accentuer en entreprise parce que partant déjà des différentes définitions, on va finir par comprendre que un déchet, par sa définition, n'est pas ce qu'on conçoit en fait. Donc, ça me permet en même temps déjà de poser une question. Pour vous, qu'est-ce que c'est un déchet? Quand on parle de déchet, on fait allusion à quoi? Un déchet. Marthe. OK, nous avons pris un coup. Quand on parle de déchets, on fait allusion à quoi? Donc, on pourra toujours avancer par volontariat ou par volontariat désigné. C'est quoi un déchet? Allez-y, monsieur Maïga. Ok. À mon entendement, un déchet, c'est un produit qui est issu des activités et des activités d'une unité industrielle C'est ça. et qu'il, qui ne sont plus utiles à leur qui ne sont plus utiles à leur activité. Ils sont plus utiles à Proprement leur dit. activité. Et proprement détruits. D'accord. Merci, monsieur Maïga. Une autre définition, une autre proposition du déchet. Monsieur Bingo, sinon. D'accord. Et moi, à mon niveau, à ma compréhension, je peux dire que c'est toute chose qui est inutile à une activité donnée, mais qui peut être utile à une autre activité, en fait. Donc, c'est toute chose qui est inutile à une activité donnée, mais qui peut avoir Qui aussi peut une être, certaine utilité à quelque part. oui, oui. Madame Marthe, donc bonne arrivée à vous. Vous pouvez ouvrir votre micro pour nous saluer et ensuite répondre à la question. Pour vous, c'est quoi un déchet? Bonsoir. Bonsoir, Madame Marthe. Et vous êtes super bien portant. Oui, nous allons bien, un chevaux. Ça va. Pour moi, un déchet, c'est tout. Bon, il peut dire. Un déchet, c'est tout ce qui n'est plus utilisable en fait.
Ce qu'on considère que ce n'est plus Il n'est pas utilisable. OK. C'est qu'on considère qu'il n'est que plus. ça a été jeté. Merci, madame. Oui, Oui, on vous entend très bien. je dis c'est tout ce qui n'est plus utilisable, que l'on considère que ce n'est plus utilisable, mais qu'il faut jeter. C'est ça. Merci. Monsieur Laurent, si Monsieur Laurent me reçoit, Xiaomi. Est-ce que Monsieur Laurent nous reçoit? Xiaomi, pour lui, c'est quoi un déchet? Parce que c'est important déjà de s'entendre sur la définition avant de pouvoir commencer. Salif aussi vient de nous rejoindre. Si Monsieur Laurent nous reçoit, merci d'ouvrir son micro. Sinon, on pourra continuer. Alors déjà que la responsabilité déjà de l'élimination des déchets ménagers incombe à la collectivité, mais chaque entreprise aussi est interpellée, notamment dans la collecte, dans le maintien de ces déchets-là, dans le transport et jusqu'à l'élimination, de sorte à ce que ces pratiques-là soient respectueuses de la réglementation et aussi de l'environnement. Donc, pour ce faire, les entreprises déjà doivent travailler sur plusieurs axes, c'est-à-dire réduire à la source. Donc, les mêmes principes qui s'appliquent aussi en santé-sécurité, on voit aussi que ça tire aussi vers l'environnement. Parce que le premier principe en santé-sécurité nous dit tout simplement que il faut déjà éviter les risques. Un risque qu'on a évité naturellement, on va plus chercher à investir encore pour pouvoir le prévenir ou encore le corriger. Ensuite, ceux qu'on ne peut pas les réduire, ceux qu'on ne peut pas les éviter, il faut aller faire quoi? Il faut aller à la source, les identifier pour proposer pour les réduire. Donc, naturellement aussi, les déchets, le traitement déjà de ces déchets-là passe par ces axes-là. Un, si on réduit à la source, naturellement, on n'aura plus beaucoup de quantité de déchets. Ensuite, on va accroître la récupération et la valorisation des déchets à travers des petites techniques qu'on mettra en place. Et ensuite, traiter les déchets maintenant non valorisables de manière sûre pour l'environnement. Donc, tout simplement, vous êtes dans une entreprise X parce que chaque entreprise X, en fonction de son domaine d'activité, a des déchets. Donc, dans une entreprise quelconque, on peut avoir des résidus du bois pour la menuiserie, on peut avoir des huiles de vidange pour les mécaniciens, on va aller au laboratoire aussi, ils auront leurs déchets. S'il y a une infirmerie aussi, on aura aussi des déchets. Maintenant, comment collecter ces déchets-là? Si tous ces déchets-là sont mis ensemble, vous allez voir que la quantité augmente. Par contre, lorsqu'on met un système déjà de gestion efficace, ça nous permet déjà de séparer chaque déchet en fonction de sa dangerosité. Alors donc, on va s'entendre sur les définitions. Donc, un déchet déjà, on verra que un déchet déjà, comme tout le monde l'a dit, c'est tout ce qui n'est pas utile. Donc, M. Bilgo nous dit que il n'est pas utile peut-être pour une activité donnée, mais on peut en tirer aussi une certaine utilité. Donc, l'objectif déjà de toute gestion de déchets, ça sera un, de prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets. Donc, si on va les réduire à la source, naturellement, on n'aura plus à traiter beaucoup de déchets. Ensuite, on va valoriser ceux qui vont rester, organiser le transport de ces déchets, tout en assurant l'information même du public sur la dangerosité même des déchets qu'on produit. Maintenant, on va s'entendre maintenant sur les terminologies. Donc, un déchet, qu'est-ce que c'est? Un déchet, c'est tout résidu de matière ou de substance abandonnée ou destinée à l'abandon. Donc, qu'il soit liquide, solide ou même gazeux, issu d'un processus de fabrication, de transformation ou d'utilisation d'une matière ou d'un produit. Donc, ça, c'est la définition qu'on retrouve même dans le Code de l'environnement. Donc, un déchet, déjà, c'est tout ce qu'on a dit, tout ce qui est destiné à être abandonné, tout ce qui, par son sens initial même, n'a plus de valeur, n'a plus d'utilité. Donc, naturellement, on va décider de l'abandonner. Dans ce sens-là, il sera considéré comme un déchet.
Maintenant, parmi les déchets déjà, il y a l'ensemble des déchets qu'on produit. Mais dans ces déchets, il y a ce qu'on appelle des déchets ultimes. Et les déchets ultimes, ce sont les déchets qui, à un moment donné, là, ne peuvent plus être valorisés de façon ni rentable, ni sur le plan matériel aussi, ou même ni sur le plan énergétique. Pourquoi déjà ces deux aspects-là déjà sont importants? Ça nous permet déjà de comprendre que tout déchet n'est pas un déchet. Donc, tout dépend déjà de la valeur qu'on apporte à ce déchet-là. Donc, maintenant, ce qui va rester, c'est ceux-là maintenant qu'on ne peut plus soit transformer, on ne peut plus soit valoriser de façon rentable, même sur le plan matériel ou énergétique ou n'importe quel autre plan. Donc, ces déchets-là vont rester ultimes. Donc, le plus important déjà pour ce module ou l'objectif de ce module, c'est que de façon pratique, que ce soit à la maison, que ce soit en entreprise, on puisse, à la fin déjà de notre activité, regrouper plusieurs déchets. Et parmi ces déchets-là, on va mettre en place un système de tri et de gestion efficace de ces déchets-là, de sorte à ce que les déchets ultimes restants là soient de très petites quantités. Pour que si on n'a pas un plateau technique déjà pour pouvoir éliminer ces déchets-là, la structure avec laquelle on va collaborer pour l'élimination de ces déchets-là ne soit pas aussi coûteux pour notre entreprise. Je rappelle toujours que s'il y a des questions, ouvrez votre micro, posez toutes vos questions. Alors donc, la gestion des déchets déjà suit donc un schéma directeur. C'est-à-dire, on va commencer déjà par le tri. Le tri déjà va commencer par faire ce diagnostic initial-là. C'est-à-dire, quand le HSE va arriver, déjà, il va voir déjà les pratiques qui se font en entreprise. Si c'est quelqu'un déjà qui intègre un projet, c'est ce qu'il doit pouvoir faire. C'est-à-dire, il fait le diagnostic initial. Il est venu tomber au milieu du projet, il va observer ce qui se fait. Donc, il va faire ce qu'on appelle un diagnostic technico-économique. Il va observer les anciennes pratiques. Comment ils changent nos déchets? Est-ce que les déchets sont mélangés? Est-ce que les déchets sont mis en vrac ou il y a un système de tri qui est mis en place? Il va observer, il va aller dans les archives, il va poser des questions. Mais quand vous éliminez ici vos déchets là, ça vous coûte combien? On dit, ah, bon, nous pour éliminer nos déchets déjà, s'il y a un bon système environnemental qui est mis en place, naturellement, ils devront quantifier tous les déchets qui sont. Donc, par année, voici la quantité déjà de déchets que notre entreprise produit. De cette quantité de déchets-là, voici, en termes de coût d'élimination, voici ce que ça nous représente. Parce que pour beaucoup d'entreprises, ils vont collaborer avec des structures pour pouvoir éliminer ces déchets. Et donc, cette étude déjà du diagnostic initial vous permettra maintenant de revenir dans votre background, de mettre en place maintenant un système pour dire, voici ce que moi je propose. De un, on va mettre en place un système de tri et de gestion des déchets. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, on va y acheter des bacs, on va dire les plastiques, on les met ici, les papiers, tout ce qui est comme cahiers, tout et tout, on les met ici, les restes de nourriture, on va les mettre ici. Et ce même système-là sera imposé en fonction déjà des différents postes de travail. Quand on sait que le poste de travail, c'est l'endroit où on est pour exercer ce pourquoi on a été recruté. Donc, en fonction de chaque poste de travail, au laboratoire, ils ont leurs déchets qu'ils produisent. À l'infirmerie, ils auront leurs déchets aussi qu'ils produisent. À la menuiserie aussi, ils auront leurs déchets qu'ils produisent. Donc, en fonction des déchets que chaque département produit, vous allez mettre ce système de tri-là. Pour que les bois soient avec les bois, les faits soient avec les faits, les plastiques soient avec les plastiques, les liquides soient avec les liquides, les déchets gazeux soient avec les déchets gazeux. Ce tri-là déjà permet déjà de faciliter déjà la collecte des déchets. Ensuite, lorsque ces tri-là sont faits, il y a l'aspect valorisation qui va rentrer en ligne de compte en fonction des différents déchets qu'on a classés. Notamment, les bois, on pourra tenter à les revendre ou encore trouver une autre fonction pour ces bois-là. Donc, si on les revend, au lieu que si tout était mélangé ensemble, on allait appeler une structure pour venir les ramasser, lui va dire, bon, tous vos déchets là, voici le coût, moi je vais transporter. Mais quand c'est réparti, on va voir que la quantité même de bois là, on va revendre. Si on revend, au lieu que c'était l'argent qui allait sortir, mais plutôt c'est l'argent qui rentre dans l'entreprise. La quantité de fer qui va rester, on va aussi revendre. Si on revend aussi, au lieu que ce soit l'argent qui saute pour éliminer ces déchets-là, ça sera un flux financier encore qui rentre dans l'entreprise.
Ensuite, si on a encore d'autres plastiques qu'on peut vendre, voici encore de l'argent qui rentre dans l'entreprise. Si on a des pneus aussi qu'on peut revendre, voici encore de l'argent qui rentre dans l'entreprise. Ensuite, tout ce qui va rester, ce sera des déchets ultimes, par exemple les restes de nourriture, tout et tout. Si l'entreprise a un plateau technique, vous proposez encore d'autres éléments aussi de valorisation. Naturellement, ça va se faire notamment pour la production de compost, etc. Dans le pire des cas, il pourra appeler une petite structure, ça va rester une petite quantité de déchets ultimes. Donc, le coût même de l'élimination, naturellement, va être réduit. Ensuite, maintenant, ça sera pour cette entreprise-là d'assurer maintenant, lorsqu'il confie maintenant l'élimination des déchets ultimes à une tierce entreprise, ça sera de s'assurer que cette entreprise a l'agrément. Parce que la loi nous oblige et nous sommes tenus pour responsables de la collecte de nos déchets, du transport même de nos déchets jusqu'à l'élimination. Donc, si je prends un exemple, par exemple, si par exemple vous êtes une entreprise d'Aladji et Frais et que vous appelez une autre entreprise pour venir gérer vos déchets pour aller les éliminer même, si cette entreprise-là va et abandonne ces déchets-là, par exemple, dans la nature, et qu'on arrive à retrouver des éléments qui sont liés à votre entreprise. Par exemple, vous fabriquez un tel chocolat et on voit vraiment des chocolats que vous produisez dans vos déchets. Naturellement, l'État va vous poursuivre. Vous êtes obligé de venir nettoyer l'endroit, voir déjà si ces déchets ont eu un impact potentiel sur l'environnement, si vous allez restaurer cet environnement-là. Et tout ça, vous êtes tenu pour responsable. Donc, dans ce cas de figure, vous devrez appeler une structure, un, qui a l'agrément, deux, suivre l'entreprise pour voir dans quelles conditions même l'entreprise élimine vos déchets. Est-ce que cette méthode-là est respectueuse de l'environnement? Et ensuite, la dernière étape, ça sera de garder ce qu'on appelle la traçabilité. La traçabilité, c'est la traçabilité qui va permettre déjà au ministère de l'Environnement, lorsqu'ils viendront déjà pour leurs différentes inspections, c'est la traçabilité déjà qui va permettre de voir que vous respectez ce que le code vous dit. Parce qu'ils vont se baser aussi sur le code, comment vous gérez déjà vos déchets, voici notre système de collecte. Voici déjà les bordereaux déjà de destruction, voici les certificats de destruction, voici tous les éléments qui montrent que nos déchets déjà sont gérés, éliminés déjà dans des pratiques respectueuses de l'environnement. Donc, je rappelle toujours que s'il y a des questions, ouvrez votre micro, posez votre inquiétude. Alors, donc, pour ce faire, on va mettre en place ce système de gestion-là en respectant ce schéma-là. C'est-à-dire, on va trier les déchets par leur nature, par leur origine et par leur dangerosité. Par la suite, on va comprendre. Par leur nature, qu'il soit quelque chose destiné à l'abandon, solide, liquide ou même gazeux. Tant que ça cadre avec cette définition, c'est considéré comme un déchet. Maintenant, sa nature peut être solide, liquide ou encore gazeux. Par son origine, est-ce que c'est un déchet ménager ou assimilé? Quand on va parler de déchets ménagers, ce sont les déchets déjà qu'on produit chez nous à la maison. Est-ce que c'est un déchet d'activité des soins médicaux? Parce que si c'est un déchet des soins médicaux, il y a une certaine spécificité même qui encadre même leur collecte. Est-ce que c'est un déchet industriel? Donc, la nature, l'origine, et ensuite maintenant la dangerosité maintenant de ces déchets-là. Est-ce un déchet inerte? Inerte, par exemple, quand on parle de déchet inerte, c'est tout déchet qui dans le temps ne peut pas avoir une certaine modification. Par exemple, vous prenez une pierre, elle va rester là 1000 ans. Elle sera la même chose. Vous prenez une pierre, vous versez le cyanure dessus, elle ne sera pas polluée. Donc, ce sont des déchets inertes. Ça peut être aussi un déchet banal, déchet dans le temps qui peut se décomposer, notamment les feuilles, les petits bois, etc. Et ça peut être aussi un déchet dangereux. Donc, on a vu par le passé qu'un déchet sera considéré dangereux si il a cette capacité-là, donc, de nuire à l'environnement, de nuire même à une personne. Donc, voici dans la catégorisation les différents éléments et aspects qu'on doit intégrer déjà pour pouvoir
organiser la gestion de nos déchets en entreprise. Nature, solide, liquide, gazeux. Origine, déchets ménagers ou assimilés. Déchets d'activité des soins médicaux ou voire même déchets industriels. Dangerosité, déchets inertes, déchets banals et déchets dangereux. Donc, j'avais rappelé d'entrée de jeu que pour ce module-là, il y a un petit bout de papier parce que, comme je l'ai dit, ça se veut pratique. On va avoir des éléments pratiques pour que dans n'importe quel milieu où on soit, on puisse proposer ce qu'on apprend là et faire un ratio pour pouvoir proposer aux gens pourquoi vous devrez me suivre. Parce que c'est très, très difficile de changer l'habitude des gens de l'entreprise. Alors, donc, déchets ménagers et assimilés, donc, tous déchets issus des ménages, ainsi que les déchets similaires provenant des activités industrielles. Donc, un déchet sera considéré comme dangereux ou spéciaux. Ces déchets qui, en raison de leur composition, de leurs propriétés physiques, chimiques, biologiques, présentent un danger pour la santé humaine ou encore même pour l'environnement. Donc, quand on va parler déjà de déchets d'activités des soins médicaux, ça sera tout déchet issu des activités de diagnostic, de suivi, de traitement préventif ou curatif qui se retrouvent dans le domaine de la médecine vétérinaire, etc. Par contre, un déchet sera considéré comme inerte, comme je l'avais dit. C'est tout déchet qui ne subissent aucune modification physique, chimique, voire même biologique lors de leur mise en décharge et qui ne peuvent être aussi contaminés. Donc, sur le BTP, par exemple, on fait face à ce type de déchets-là, notamment les restes de béton, tout et tout. Donc, après, lorsque ça durcit, ce sont les déchets inertes. Ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent pas être pollués dans le temps. Et enfin, déchets banals comme déchets qui ne sont pas produits par les ménages et qui ne sont ni dangereux ni inertes, mais qui peuvent se décomposer, brûler, fermenter ou encore bouillir. Donc, voici un peu les différents éléments qui accompagnent la catégorisation des déchets, pas tant par les natures, qu'ils soient un déchet solide, liquide, gazeux. Origine, déchets ménagers ou assimilés, déchets des soins médicaux ou encore déchets même industriels. Et enfin, dangerosité, déchets inertes, banals et déchets dangereux. Alors donc, le principe déjà de gestion des déchets suit donc une gestion qui est hiérarchisée. Donc la règle numéro 1, comme on l'avait vu précédemment, c'est de prévenir. Donc si on réduit déjà le déchet à la source, on aura une petite quantité qui va représenter le déchet ultime qu'on devra traiter. Donc on nous dira certainement que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Ça me permet aussi de poser une question. Est-ce que quelqu'un, déjà comment vous comprenez déjà ce principe-là? Prévenir ou à défaut réduire, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Est-ce que ça sous-entend que si on ne veut pas produire un déchet, peut-être à la maison, plus facilement, ça signifie qu'on ne doit pas cuisiner? Donc, comment vous entendez cette première règle? Allez-y, monsieur Maïga. Ok, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Je comprends ça au sens où quand le déchet est produit, de faire en sorte qu'il soit une matière première pour une autre activité. Donc, qu'il soit utile ailleurs. Donc, en ce moment, c'est comme si on ne l'a pas produit, quoi. Voilà, Oui, ou par ailleurs, il va devenir même une plus-value. oui. Merci, monsieur Maïga. Une autre compréhension? Une autre compréhension? Une autre compréhension? Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Donc, il va falloir déjà réduire la source.
Est-ce qu'on a d'autres compréhensions? Donc, déjà, quand on nous dit règle numéro 1, prévenir ou à défaut réduire la source. Donc, tout naturellement, comment ça va se mettre en place lorsque ce système et ce chemin est mis en entreprise? Je suis une entreprise où je reçois beaucoup de matières premières. Monsieur Maïga, son micro ouvert. Si c'est pour intervenir, n'hésitez pas. Sinon, je peux continuer. Ok, bon, c'était pour venir mieux expliciter mon exemple. Allez-y. Et bon, ma réponse du moins par des exemples. Et donc, vous avez tantôt parlé de le fait de ne pas produire les déchets, ça veut dire ne pas cuisiner. Bon, ça ne veut pas dire ne pas cuisiner, mais si par exemple, là où on a la cuisine, et dans le système de production d'énergie pour la cuisine, par exemple, on installe un biodigesteur. Donc, du moment où nous savons que la plupart des déchets qui proviennent de la cuisine sont biodégradables, donc ces déchets-là sont directement reçus par le biodigesteur qui vont être décomposés. Après, ça va donner du biogaz qui va servir après pour la cuisine. Et après, les résidus vont servir encore de fumure organique pour la production des légumes. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire exactement par ma réponse. C'est ça. Merci. Merci, monsieur Maïga. Si on a d'autres propositions, n'hésitez pas. Donc, la première règle déjà qui nous dit que prévenir ou à défaut réduit, principe qui se justifie déjà par le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas. Donc, ça signifie qu'on va réduire la source. Je prends un exemple tout simplement. Quelle qu'en soit aujourd'hui une entreprise, elle reçoit toujours des matières premières. Donc, pour une entreprise industrielle, tout et tout, vous allez voir que ça peut aller. Mais après, on a forcément des déchets et ça se justifie par la même catégorisation. Nature, solide, liquide, gazeux, origine déjà, qu'il soit déchets ménagers, on retrouve ça encore dans le milieu industriel parce que vous ferez face déjà à des personnes qui vont manger déjà. Vous ferez face à la cantine. Donc, naturellement, vous allez retrouver ces déchets-là. Pour le lot que vous allez boire, s'il y a des bidons, donc vous allez en faire cas. Alors, déchets des soins médicaux, s'il y a une infirmerie, naturellement, ça va se savoir, déchets industriels et même la dangerosité si vous utilisez le cyanure, d'autres produits chimiques qui accompagnent. Donc, lorsqu'on reçoit, par exemple, la matière première, au lieu, par exemple, de dire aux fournisseurs pour le transport de la matière première, par exemple, pour ceux qui sont dans l'agroalimentaire, vous allez voir la matière première va venir déjà dans un sachet, dans 2 sachets, dans 3 sachets, dans 4 sachets. La même matière pour que le transport aussi ne soit même pas un sujet d'exposition même du produit. Donc, on va doubler même le sachet, filer le sachet par plusieurs plastiques. Ensuite, on va le consigner dans un carton, dans un deuxième carton et le tout encore dans un autre carton. Donc, qu'est-ce qu'on va dire aux fournisseurs? On va dire, bon, après tout, quand vous nous envoyez tout ça, c'est bon, mais il faut réduire ces déchets-là même à la source. Parce que quand ça vient automatiquement, ça devient des déchets pour nous. Donc, on va leur dire, par exemple, on souhaite avoir 2 emballages, mais beaucoup plus solides, mais en même temps respectueux de l'environnement. Donc, avant, si on recevait, par exemple, 10 sachets pour le même produit et en même temps 3 cartons pour le même produit, on va demander au moins 3 sachets pour le même produit et le tout consigné même dans un carton. Donc, à la source, déjà, ça reste chez le fournisseur. Si ça reste chez lui, nous, on n'aura plus déjà les accueils et ensuite penser encore à trouver un système déjà pour les éliminer. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, on dit le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. La règle 2, déjà, c'est la valorisation. Valoriser la matière, qu'elle soit par matière oncobiologique ou par voie thermique, comme ce que M. Maïga disait, c'est-à-dire récupérer déjà les déchets ménagers ou assimilés et trouver, mettre une valeur ajoutée, soit pour produire le biogaz ou encore même du compost. Et la troisième règle répond déjà à l'élimination par des méthodes et des moyens sûrs. Donc, le déchet ultime qui va rester, c'est-à-dire le déchet pour lequel on ne peut pas donner donc de valeur ajoutée. Ces déchets-là, il faut les éliminer, mais il faudrait que l'élimination aussi soit respectueuse de l'environnement. Parce que le principe de prévention nous dit toujours de remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux. Donc, ça signifie qu'un déchet déjà qui de nature peut impacter, avoir un impact sur l'environnement, si on doit l'éliminer et que son élimination, entre l'élimination et l'abandon même de ces déchets même dans l'environnement,
si l'élimination même encore a plus d'impact même que ce déchet lui-même là, naturellement, vous ne remplacez pas ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a le centre d'enfouissement technique qui est là, qui intègre des pratiques avec des incinérateurs qui vont encadrer même l'élimination de sorte à ce que cette même élimination soit respectueuse de l'environnement. Vous allez aller dans beaucoup d'entreprises, ils vont appeler incinérateur. Ce n'est pas un incinérateur, c'est un brûleur. On va prendre l'ensemble des déchets ultimes qui vont rester, on va les mettre dans un fou, on va allumer. Sauf qu'on a un rejet de CO2 encore dans l'air. Donc, c'est comme si on est en train d'éliminer quelque chose, mais pour aller encore polluer. Et ça ne respecte pas déjà ce que l'environnement nous dit. Donc, ce n'est pas des pratiques qui sont respectueuses de l'environnement. Raison pour laquelle on dit l'élimination doit se faire par des méthodes et des moyens sûrs. Alors donc, le principe déjà de la gestion va répondre à ce schéma-là. Raison pour laquelle j'ai dit de garder une feuille à côté, le coût commence à devenir intéressant. Donc, voici, vous allez voir un peu des éléments aujourd'hui qui encadrent même la gestion des déchets. Est-ce que quelqu'un peut me donner une idée de son interprétation de ce qu'il voit? Analyse, interprétation. Volontaire, analyse, interprétation. Est-ce qu'elle est volontaire ou analyser? Pas de volontaire. Analyser, interpréter. Pas de volontaire. Pour tenter. Essayons ensemble. Plus on essaie et mieux on comprend, mieux on garde quelque chose. Je vois réglementation, tarif d'élimination et aussi déchets inertes, banals, dangereux. Donc, ça vient encore pointer du doigt déjà tout ce qu'on avait vu précédemment et ça va accompagner même notre compréhension. Proposition, monsieur Maïga. Faut qu'on essaie. Madame Marthe. Monsieur Bado, je vais essayer. Allez-y, monsieur Maïga. Monsieur Bingo, plutôt. En fait, à ma compréhension, on voit qu'à gauche, vous avez écrit Oui, réglementation. Et oui, c'est un peu gradué de moins à plus. En fait, oui. et à notre droite, on a les tarifs d'élimination. Bon, Tarif pour moi, d'élimination. les tarifs nets, et on voit que le tarif d'élimination Mm, est carrément est à un coût bas. mm, Maintenant, les déchets banals, c'est mm. un peu carrément au milieu. Les tarifs, bon, les tarifs s'augmentent quoi, C'est en ça. fonction plus on type de déchets inertes, ce qu'on peut C'est plus, ça. bon, pour ne pas dire qu'on peut plus traiter, mais c'est ce qui est C'est intact ça. en fait. Un C'est choix ça. en fait. Dans les déchets banals, Oui, et les tarifs s'augmentent. c'est ça. Plus les déchets sont dangereux, plus le C'est coût de ça. traitement est. Plus les déchets sont dangereux et plus le coût de traitement est élevé. Ce que je Donc, il comprends. faut qu'on arrive. C'est ça. Merci, merci, merci. Donc, quand on essaie, ça sort. Voilà. Et cette compréhension va conditionner même la compréhension des autres. Est-ce qu'on a d'autres propositions?
Donc, c'est un peu ce que M. Bingo vient d'expliquer. Ici, déjà, comme analyse, qu'est-ce qu'on voit? On voit à gauche la réglementation qui évolue du moins à plus. À droite, on a les tarifs d'élimination aussi qui évoluent de moins à plus. Et au milieu, on a la catégorisation des déchets en fonction donc de leur dangerosité. Parce que quand on remonte de ce qu'on voyait ici, on a dit qu'on catégorise les déchets par leur nature, qu'ils soient solides, liquides, gazeux, par leur origine, déchets ménagers ou assimilés, déchets d'activité des soins médicaux et déchets industriels, et par leur dangerosité, qu'ils soient un déchet inerte, banal ou même dangereux. Donc, c'est ce schéma directeur-là qui s'applique ici. Donc, à gauche, on a la réglementation, à droite, on a la tarification même pour l'élimination. Donc, ça signifie tout simplement que de la même manière que le système de gestion des déchets est conditionné par la réglementation, c'est-à-dire qu'il devient une obligation de conformité pour toute entreprise, de la même manière que le tarif d'élimination augmente. Donc, plus le déchet est classé dangereux, plus la réglementation est sévère et plus aussi son tarif d'élimination aussi est sévère. Parce que l'État, par la réglementation, à travers son code de l'environnement, dit oblige chaque entreprise à être responsable donc, des déchets produits par ses activités. C'est-à-dire d'accompagner même la production jusqu'à l'élimination, de sorte à ce que ces pratiques-là soient respectueuses de l'environnement. Si ces activités ou ces déchets ont un impact sur l'environnement, par le principe du pollueur-payeur, ces entreprises-là ont obligation de réparation même de l'environnement. Donc, naturellement, la réglementation elle est très sévère et ça va passer directement par des sanctions, ça va passer déjà par des taxes à payer, ça va passer aussi par des mises à demeure et ensuite ça va passer par la fermeture. Donc, plus le déchet est dangereux et plus aussi il nuit à l'environnement. Et plus il nuit à l'environnement, plus la réglementation elle est sévère. Plus la réglementation est sévère, l'entreprise pour laquelle on va appeler pour venir éliminer ces dangers-là aussi, ils vont prendre beaucoup d'argent parce que vos déchets sont très, très dangereux. Tout simplement, on prend un exemple. Pour quelqu'un qui prend un papier qui jette dans la ville, même si ce n'est pas conseillé, et quelqu'un qui prend le cyanure qui verse par terre, quand l'État vient automatiquement, celui qui jette le papier, c'est vrai que ce n'est pas respectueux de l'environnement, mais lui, sa sanction sera moins sévère par rapport à celui qui va verser le cyanure. Parce que le cyanure, par sa composante qui est classée comme un déchet dangereux, est très, très nocif, un, pour l'environnement. Ça peut polluer la nappe phréatique. De la nappe phréatique, ça peut entraîner beaucoup, 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 beaucoup d'autres choses. Par contre, le papier, naturellement, mais après, il pourra se décomposer. Et c'est la même chose aussi en entreprise. Quand on appelle quelqu'un pour venir éliminer soit les huiles, par exemple, de vidange, ces déchets-là seront considérés comme dangereux. Et donc, il va taxer beaucoup pour pouvoir éliminer ça. Donc, voici un peu comment ça se passe. Donc, ça veut dire simplement que lorsque tous les déchets, par exemple, sont en vrac, c'est-à-dire s'il n'y a pas un système de tri de gestion des déchets, par exemple, vous avez les bois, les papiers, tout est mélangé ensemble, et que, par exemple, on a le cyanure encore qui est mélangé dedans, quand le fournisseur vient, lui considère tous ces déchets-là comme quoi? Dangereux, parce que tout est mélangé. Naturellement, ces déchets dangereux-là vont polluer tous les autres. Donc, tout sera considéré comme déchets dangereux. Donc, lui, pour pouvoir les éliminer, c'est le poids total de tous vos déchets là, il va prendre. Pour dire comme c'est dangereux, voici peut-être mon tarif d'élimination, par exemple, c'est 1000 francs la tonne ou encore c'est 100 000 francs la tonne. Mais par contre, si vous avez catégorisé, vous allez voir que l'huile la simple ou encore les résidus de cyanure la simple n'allaient pas faire peut-être une tonne. Mais comme tout est mélangé ensemble, la tarification donc va augmenter. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, sinon, voici à quoi donc répondait ou encore suit l'explication précédente. C'est pour être amené à faire cet exercice-là. Les déchets produits par un laboratoire sont présentés dans le tableau ci-dessous. Pour les besoins de l'exercice, les coûts suivants seront utilisés. Incinération, déchets dangereux, 20 000 francs CFA par tonne. Enfouissement et assimilé, enfouissement, ordures ménagers et assimilés, 5 000 francs CFA par tonne. Enfouissement, déchets dangereux, 15 000 francs CFA par tonne. Calculer le coût d'élimination de ces déchets produits si les déchets sont regroupés en vrac dans un bac avant leur élimination.
quel enseignement tirez-vous de cet exemple? Donc, tout simplement, pour expliquer l'exercice, vous travaillez dans un laboratoire. Naturellement, le laboratoire produit des déchets. Voici les déchets qui sont en bas. Emballage souillé vide des produits chimiques dangereux, 0,5 tonnes par an. Puis emballage réutilisable, déchets alimentaires. Voici tous les déchets que votre laboratoire produit. Mais dans ce cas de figure, ce n'est pas vous qui les éliminez. Vous allez appeler un prestataire pour venir éliminer. Donc, voici les tarifs de l'élimination qui sont là. Si c'est un déchet dangereux, le fournisseur vous dit que pour un déchet dangereux, lui, il va incinérer ces déchets-là 20 000 francs par tonne. Si c'est des déchets, des ordures ménagers ou assimilés, il va les enfouir, mais là, c'est 5 000 francs par tonne. Si c'est des déchets aussi qu'on doit enfouir, qui sont des déchets dangereux, c'est 15 000 francs par tonne. Donc, tout simplement aussi pour montrer encore, pour répondre au slide qui précède, pour dire que plus le déchet est dangereux et plus le tarif d'élimination aussi augmente. Et c'est ce qui se matérialise ici. On voit que les déchets ménagers assimilés sont 5 000 francs par tonne. Donc, vous allez calculer déjà le coût d'élimination de ces déchets-là produits-là, s'ils sont en vrac, et ensuite proposer l'enseignement maintenant que vous tirez de cet exemple. Donc, merci de faire une capture. Chacun peut essayer de traiter ça à côté. Ensuite, on va continuer parce qu'on est un peu pris par le temps. On doit avoir au moins 2 modules. Et après, je vais prendre les préoccupations et voir déjà ce que chacun a fait. Est-ce qu'on peut faire capture? Est-ce qu'on peut faire capture? Déjà, est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Bade, j'ai une question. Allez-y. Et je vois qu'ils disent que les déchets sont regroupés en vrac. Oui. Si je comprends bien, c'est qu'on a mélangé ces déchets. Au lieu de faire un tri, ils ont mélangé. C'est ça, ça signifie que vous, tous les déchets qui sont présents ici, là, vous les avez mis tous ensemble. D'accord. Comment je vais dire, c'est le piège de l'exercice. Et pour ceux qui vont comprendre, ça permettra vraiment de tirer un bon enseignement. Et c'est comme cela qu'en entreprise, ça se fait. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, est-ce qu'on a déjà fait les captures? Donc, on va continuer en attendant. On peut continuer. Est-ce qu'on a déjà fait des captures? Merci de confirmer pour qu'on continue. Chez moi, c'est OK, merci, M. Bingo. Pour les autres, est-ce qu'on peut continuer? Oui, monsieur, vous pouvez continuer. Merci, M. Maïga. Merci, Mme. OK, donc, chacun peut essayer de calculer à côté. Et ensuite, chacun va me dire déjà comment il s'en sort et quel enseignement il garde. Donc, de façon pratique, déjà, voici un bordereau qu'on doit demander après auprès d'une structure déjà qui vient éliminer nos déchets. Donc, si on n'est pas habilité déjà à le faire, naturellement, en tant qu'HSE, on est responsable de l'élimination. Et pour ce faire, on va appeler une entreprise sous condition qu'elle ait l'agrément de l'État. Parce que pour commencer, pour opérer dans ces activités, il faut avoir l'agrément. Donc, si elle a l'agrément, naturellement, elle va se faire. Donc, naturellement, toutes les quantités de déchets, elle va vous facturer en fonction de leur dangerosité. Et donc, si vous avez un bon système de gestion, vous allez moins dépenser. S'il n'y a pas un bon système de gestion, vous allez plus dépenser.
Alors, donc, qu'est-ce que la réglementation dit? La réglementation nous dit, par son article 49, tout producteur, importateur, distributeur ou transporteur est responsable de ses déchets jusqu'à son élimination complète. Donc, ça signifie qu'aujourd'hui, on nous dit tout producteur, même nous qui sommes à la maison, tout et tout, on est responsable de nos déchets. Ça signifie que le jour que l'État va se lever pour demander, Monsieur Bingo, par exemple, où vos déchets partent, quand vous cuisinez à la maison vos déchets, là, déjà vous produisez un déchet, mais c'est où ça va? Vous allez dire, certes, il y a nos mamans là qui viennent ramasser, on les paye. Mais vous devrez vous rassurer que les mamans là partent les éliminer dans des conditions qui respectent l'environnement. Ces mamans-là peuvent aller les jeter dans l'environnement, chose qui nuit à l'environnement. C'est ce que ça signifie. Donc, de la même manière qu'on peut être une personne morale, si aussi on a une entreprise, on a cette responsabilité-là. Dernièrement, en Côte d'Ivoire, il y a ce cas-là qui s'est fait pour une entreprise minière pour le transport des boues de ses vidanges. Le camion a fait un accident et cette même boue-là déjà s'est répandue sur le sol. Quelques jours plus tard, il a plu. Donc, tous ces résidus-là déjà, avec l'eau de ruissellement, se sont retrouvés dans l'eau. De l'eau, déjà, le lendemain, les villageois se sont réveillés. Tous les ressources halieutiques déjà sont morts. Donc, les poissons déjà étaient en suspension. Les animaux sont venus s'abreuver déjà dans le barrage. Donc, beaucoup d'animaux aussi sont morts. Les mamans sont venues utiliser cette eau-là aussi, notamment dans le cadre donc, de leurs activités maraîchères. Il y a eu beaucoup donc, de métaux aussi que ces plantes-là aussi ont contenus. Et donc, quand le ministère de l'Environnement s'est déployé sur le site, ils ont responsabilisé l'entreprise. C'est vrai, vous avez confié le transport à une entreprise, mais c'est votre déchet et vous en êtes responsable. C'est-à-dire, ils vont déjà indemniser déjà toutes les parties prenantes. Ils vont dépolluer même l'eau. Ensuite, ils vont dépolluer même les sols. Aujourd'hui, avec l'IRSTAT, on a beaucoup de mécanismes déjà pour pouvoir dépolluer les sols. Et il y a ces plantes-là qui ont certaines vertus lorsqu'on les plante déjà sur une certaine superficie, d'absorber les métaux lourds. Ça permet déjà de dépolluer les sols et aussi de pouvoir réutiliser ces sols-là sans risque même d'exposition. Deuxième réglementation, toujours par son article 49, qui dit que tout producteur doit éliminer ou faire éliminer. Donc, lui-même, il peut éliminer ou il doit faire éliminer ses déchets de façon à éviter tout risque de nuisance sur l'environnement. Après, on va revenir sur la définition de nuisance pour le deuxième module et sur la santé humaine et conformément aux dispositions légales. Donc, tout ça, c'est encadré par l'État. Et lorsque l'État rentre en ligne de mire, ce n'est pas une négociation, ce n'est pas à peu près, ça devient une obligation de conformité. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Si tu ne fais pas, sanction, mise en demeure, arrêt des activités. Et c'est clair. Donc, si c'est une obligation de conformité, vous êtes obligé d'être conforme. Obligation de collectivité, donc la loi aussi dit tout simplement que chaque collectivité décentralisée a cette obligation-là déjà d'assurer déjà sur le territoire relevant de sa compétence tout ce qui est comme procédure de collecte et d'élimination. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'interviennent les mairies. Et elle va assumer même la responsabilité donc, de cette collecte-là par certaines redevances. Donc ça, mais même si dans la pratique, même c'est un peu difficile. Et la loi aussi nous dit que l'importation même des déchets dangereux est strictement interdite. C'est-à-dire, on a vu aujourd'hui, récemment, plutôt en Côte d'Ivoire, avec les déchets de la pollution qui a été jetée déjà dans la lagune, les déchets toxiques dans la lagune, qui a entraîné beaucoup de dommages. Ce sont des choses qui sont interdites. Si ces déchets-là doivent être transportés, exportés plutôt, une réglementation spécifique internationale doit être respectée. Deuxième activité d'apprentissage, chose que vous devrez aussi faire une capture, vous allez réaliser une cartographie type des déchets produits sur vos différents sites en fonction déjà de leur source bureau, c'est-à-dire vous allez aller dans chaque poste de travail. Pour chaque poste de travail, quels sont les déchets qu'ils produisent? Ensuite, vous allez déjà les catégoriser déjà par leur nature, par leur origine et par leur dangerosité, les différents volumes, les dangerosités et proposer un potentiel de valorisation. Ensuite, vous allez faire une revue des tests réglementés qui s'appliquent à votre lieu de travail. Donc, qu'est-ce que la réglementation dit, par exemple, pour le traitement des déchets des soins médicaux? Qu'est-ce que la réglementation dit pour certains déchets dangereux?
Tout ce qui s'applique à votre domaine, là, vous allez mettre en place. Et ensuite, vous allez analyser la conformité de la réglementation. Voici ce que la loi dit. Que pour tel déchet, je dois faire ci, je dois faire ça. Maintenant, est-ce qu'actuellement, nos pratiques actuelles en entreprise respectent et conformes face à cette exigence-là? Vous allez analyser la conformité. Et si vous n'êtes pas conforme, vous allez proposer un plan pour être conforme. Donc, voici la deuxième activité qui est demandée. Donc, merci de faire capture et on va continuer très rapidement. Je peux continuer. Non, est-ce que je peux continuer? Oui, monsieur. Donc, je continue. Ouais, Donc, allez. cette terminologie, oui. Est-ce qu'il y a une question? OK, donc je peux continuer. Donc. Alors, donc, ça va respecter le principe des 3, c'est-à-dire réduire à la source pour certains déjà qui seront réemployés, réutilisés ou encore recyclés. Donc, le réemploi, déjà, c'est toute opération par laquelle un produit est donné ou vendu par son propriétaire initial à un tiers qui, a priori, lui donnerait une seconde vie. Donc, naturellement, si tous nos déchets sont en vrac en entreprise, vous allez voir que même les pneus, par exemple, des poids lourds, des poids légers qui vont rester, tout ça, ça sera mélangé. On va payer des gens pour venir assurer le transport jusqu'à l'élimination. Mais par contre, lorsqu'on met un système de gestion efficace, ces pneus-là, par exemple, on va appeler des gens, par exemple, qui peuvent redonner une seconde vie, on va les vendre. Eux aussi vont apporter les valeurs ajoutées pour pouvoir aussi créer aussi un flux de revenus. Donc, ça va consister à ce qu'on appelle le réemploi. D'autres seront réutilisés. Opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés donc de nouveau. Donc, naturellement, je vais boire sans toute faire une publicité à la fille. Je bois déjà un bidon d'eau Lafi. Au lieu de jeter, on va réutiliser encore ce bidon-là pour lui donner une seconde vie. Et d'autres, certains, on va les recycler en ajoutant déjà par certains procédés déjà pour créer aussi toujours une certaine valeur absolue. Et quelles sont les étapes donc de la gestion des déchets? Ça passe déjà par le tri. Le tri déjà à la source en fonction de la nature, de l'origine et de la dangerosité. Voici ce que vous allez proposer en entreprise. Le conditionnement, comment déjà vous allez les conditionner? Dans un cas, si vous êtes dans une entreprise qui est très volumineux, c'est-à-dire il faut déjà mettre un système de tri, former les employés, c'est-à-dire à partir du diagnostic initial, vous allez revenir et dire, donc voici ce que moi je propose. Pour ceux qui vont traiter l'exercice, on pourra mieux discuter autour de ça. Donc voici vos pratiques actuelles, voici en termes de coûts financiers ce que l'entreprise paie. Mais voici ce que moi je propose. Si on observe, on suit, vous m'aidez dans ce que je propose, voici ce que l'entreprise va gagner. Donc pour ce faire, on va étiqueter les bacs à ordures de sorte à ce que les plastiques, tout ce qui doit être jeté dans cette bac-là, doit se respecter. On va former l'ensemble des travailleurs et les amener à intégrer leurs différentes habitudes dans ce système qui sera mis en place. Le conditionnement au bureau, comment ça va se faire? Naturellement, pour certains déchets, on va mettre un système déjà comment je vais dire, de décharge même de ces déchets-là, pour éviter déjà que ces déchets-là aussi ne soient une nuisance même pour les personnes occupantes même de ces bureaux-là. Donc, on aura déjà le déchargement de ces déchets-là, ou encore aller maintenant dans un lieu de collecte et de stockage même encore. Parce que si vous êtes une grande entreprise, votre sortie de déchets ne va pas se faire tous les jours. Donc, naturellement, ça peut se faire une semaine, 2 semaines. Mais avant ça, le stockage, si ce n'est pas bien stocké, si ce n'est pas bien organisé, naturellement, ça va générer encore des odeurs ou d'autres problèmes. Ensuite, le traitement et l'élimination. Dans certains cas, si vous avez tout le plateau technique, vous-même, vous allez le faire, mais tout en vous rassurant que ça soit respectueux de l'environnement. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui minières déjà dans les packs à résidus ont ce qu'on appelle l'incinérateur, un incinérateur classique qui intègre donc les pratiques respectueuses de l'environnement. Donc, la plupart des déchets ultimes déjà seront incinérés et vous allez voir le flux même
il n'aura pas de CO2 déjà qui sera rejeté dans l'air. C'est ce qui est recommandé. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas tout ce plateau technique, ils vont faire le suivi de leurs déchets confiés à l'ETS tout en demandant toujours un certificat de destruction. Donc, le stockage, déjà, ça va se faire déjà par un aménagement déjà d'une déchetterie. Au partant de structure minière, il y a une déchetterie partout dans toute entreprise. Ceux qui reçoivent déjà beaucoup de matières premières et qui produisent beaucoup de déchets, il y a ce système-là qui met pour stocker déjà sur les sites, le temps de permettre à la structure contractuelle déjà de passer faire la sortie de leurs déchets. Donc, mais en attendant sur votre site, c'est vous qui êtes amené à le faire. Et ça va respecter le même principe, le même chemin. C'est-à-dire, de la même manière qu'au bureau, ça sera catégorisé, de la même manière qu'à la déchetterie aussi, ça sera catégorisé. Maintenant, c'est à vous maintenant de former, d'impliquer l'ensemble des travailleurs à s'intéresser dans ce que vous voulez mettre en place. Donc, lorsqu'on fait même, lorsqu'on va vider déjà les bacs déjà du bureau jusqu'à ici, on va toujours respecter les papiers seront avec les papiers, les faits seront avec les faits, les bois seront avec les bois, etc., etc. Et ensuite, maintenant, lorsque ce tri est respecté, vous allez voir qu'on pourra donner de la valeur à tout autre. Vous allez voir, par exemple, les palettes, on pourra les revendre, c'est beaucoup d'argent d'ailleurs. Les cubiténaires, on pourra les revendre. La ferraille, on pourra les revendre. Le papier, en fonction déjà de sa spécificité, on pourra aussi le revendre. Quoi encore, les barriques, on pourra aussi les revendre. Et ce qui va rester, ça sera les déchets ultimes. Si on a un système aussi qui peut produire du compost, c'est la bienvenue. Dans le cas contraire aussi, c'est un peu de déchets qui va rester en termes de déchets ultimes, donc ce qui sera moins cher pour l'entreprise. Et après, on va discuter avec l'ensemble du personnel, voir est-ce que l'argent avant qu'on payait, si aujourd'hui on met ce système en place, cet argent-là, qu'est-ce que ça va devenir? Pour d'autres entreprises, par exemple, on le met dans ce qu'on appelle la cellule, bon, c'est familial, je pense. Voilà, on avait suivi un projet à Innofaso. Pour eux, par exemple, là-bas, c'est ce qui se passe. Donc, tout l'argent déjà issu donc, de la vente donc, des déchets, par exemple, bon, pas que ça ne part pas à l'entreprise, mais on met dans une caisse et ça appartient déjà aux travailleurs. Pour que déjà, si telle dame est enceinte, doit accoucher, quelqu'un a eu un malheur, un bonheur, on puise dans cette caisse-là maintenant, ou dans d'autres entreprises, vous allez voir, ils mettent ça, et puis chaque année, eux-mêmes, ils se partagent ces revenus-là. Donc, le tri, naturellement, c'est l'étape la plus importante. Donc, naturellement, qui consiste en la séparation à la base, en fonction de la nature, de leur origine et de leur dangerosité. La collecte déjà du lieu de production, donc on va veiller à réaliser la collecte dans les conditions déjà de sécurité, en formant même ceux-là qui seront habilités à faire la collecte, de sorte à ce qu'en santé sécurité, eux-mêmes, ils ne s'exposent pas. Donc, on va s'assurer que tous les équipements de protection soient à leur disposition pour le faire. On va prévoir aussi des absorbants, tout le matériel, tout ce qu'il faut pour que l'information même partant même du personnel, le transport, partant des bureaux jusqu'à la déchetterie aussi se fasse aussi dans des conditions qui les protègent eux, mais aussi qui protègent aussi l'environnement. Pour le conditionnement, déjà, on va utiliser des conditionnements de déchets très homologués avec des procédures de sorte à ce que ces déchets soit ne se fermentent pas pour créer encore soit des nuisances en termes d'odeur ou encore d'autres problèmes. Et le stockage ici, tout va dépendre déjà du volume, de la durée déjà qu'on a mis en place pour pouvoir gérer déjà, stocker nos déchets, en attendant déjà que la structure contractante vienne faire la sortie donc, de ces déchets. Donc, plus ça dure aussi, on va voir que ça va générer des nuisances. Donc, c'est de trouver le juste milieu. Et on va terminer maintenant par le stockage ou l'enfouissement, chose qui peut dépendre de nous comme ça ne dépend pas de nous. Au Burkina Faso, déjà, on intègre beaucoup plus avec le centre d'enfouissement technique, qui est cette structure étatique-là qui est vraiment habilitée même à pouvoir gérer donc tout ce qui est comme enfouissement, donc même incinération donc, de certains déchets issus dans les entreprises. Mais c'est moyennant aussi une certaine rémunération. C'est moyennant une certaine rémunération. Et
En termes de centre d'enfouissement technique, Dieu merci au Burkina aussi, on respecte vraiment toutes les classes même de centre d'enfouissement technique. Donc, ça, ce sont les spécificités que je ne vais pas trop surfer là-dessus. Le plus important pour nous déjà, c'est de pouvoir gérer nos déchets en entreprise. La suite, on peut avoir une certaine notion, chose qui est bon pour nous. Sinon, dans beaucoup de cas, ça ne dépend pas de nous parce que ce n'est pas à nous d'aller montrer soit aux agents du centre d'enfouissement technique comment gérer les déchets. C'est une structure étatique. Quand le transporteur, lui, va transporter un voyage, eux, ils vont détruire et ils vont lui remettre le certificat de destruction et lui, il va vous le transmettre. Donc, au Burkina, comme je l'ai dit, on a ces pratiques-là qui respectent vraiment. Donc, on a environ 3 types de centres d'enfouissement technique. La première classe, ils sont destinés à accueillir les déchets dangereux. Donc, ils vont procéder déjà par des pratiques qui sont respectueuses de l'environnement, même si dans la pratique, c'est difficile. Pour le centre d'enfouissement de classe 2, il reçoit les déchets d'ordures ménagers et des déchets assimilés. Et de classe 3, déjà, il reçoit les déchets et les gravats, les bétons compassés. Au Burkina, quand même, on retrouve ces 3 classes ici, même si dans la pratique, vraiment, ce n'est pas aussi facile que ça, parce qu'on n'a pas vraiment tout le plateau technique et l'espace même nécessaire aussi pour gérer ces différentes classes. Alors, le traitement aussi peut se faire de façon thermique, voire même l'incinération. Donc, l'incinération, comme je l'avais dit précédemment, sera d'éliminer des déchets ou de réduire leur volume avant donc de les envoyer déjà à la décharge. Ensuite, l'incinérateur. Un incinérateur, qu'est-ce que c'est déjà? L'incinérateur, c'est l'endroit déjà où on va éliminer les déchets. C'est comme une machine. On met le déchet déjà. Lui, il va éliminer les déchets. Ou d'autres, ça va garder peut-être. Il va rejeter, soit, par exemple, si on veut brûler des papiers, donc, quand on le met dans l'incinérateur, il brûle le déchet de sorte à ce que on n'ait pas même de CO2 répandu dans l'air. Aujourd'hui, on lutte contre le réchauffement climatique. Donc, ça ne sert pas de vouloir protéger l'environnement et de l'autre côté aussi dégrader même ce même environnement. Mais l'incinérateur, dans toute sa composante, permet déjà d'épurer même la fumée là, de sorte à ce que le flux qui va sortir n'ait pas un impact et ne soit pas considéré comme un gaz à effet de serre. Mais à ne pas confondre un incinérateur et un brûleur. Donc, les différentes spécificités là, pour là, ce n'est pas vraiment de notre... Donc, les traitements biologiques, naturellement, c'est ce que M. Maïga disait. Aujourd'hui, on peut utiliser certains déchets déjà soit en présence d'oxygène, c'est-à-dire en milieu aérobique, ou encore anaérobique, en absence d'oxygène, pour produire le compost, ou encore même pour produire aujourd'hui du biogaz. Il y a façon de biogaz aujourd'hui qu'à Kosodo, qui utilise aujourd'hui beaucoup donc, de déchets, notamment au niveau même de, on appelle ça comme l'endroit où on tue les animaux là. J'ai oublié le nom. Si quelqu'un connaît le nom, merci de me rappeler. L'abattoir, voilà, l'abattoir. Ils reçoivent donc quelques déchets de l'abattoir, les bouts d'évidence de la braquina. Ensuite, ils les gardent, ils vont les mettre ensemble dans un milieu anaérobique. Pour leur cas, par exemple, le cheminement, déjà, ils attendent déjà que ça se fermente, la boue de vidange, surtout. Ensuite, ça se fait déjà dans un milieu non, c'est en absence d'oxygène, plutôt donc anaérobique. Et ensuite, le flux de gaz répandu déjà dans ce milieu-là donc est conduit dans un conduit et après ça produit donc de l'énergie. Et cette énergie-là est revendue encore même à la Sonabel. Donc c'est un système qui peut être mis en place, mais ça demande aussi beaucoup de moyens. Donc pour beaucoup d'entreprises, c'est difficile vraiment de mettre en place tous ces systèmes-là. Donc toutes ces choses-là sont mises déjà dans le cours après pour ceux-là qui veulent approfondir déjà pourront revenir dessus. Donc, toujours est-il que pour le système de la gestion des déchets, il faut toujours réduire la source. Ensuite, mettre en place déjà un système et à la fin, si on n'est pas à mesure d'éliminer, si on appelle une structure, il faut garder la traçabilité. Les différentes dates de toutes nos sorties de déchets, les quantités, leurs catégories en fonction de la nature, de leur origine et de leur dangerosité. Et enfin, garder toujours, archiver toujours les bordereaux ou encore les certificats de destruction. Donc, ça passe par la formation du personnel, hein, parce que si vous ne composez pas avec le personnel, au lieu, si le personnel ne trouve pas leur compte, leur intérêt dedans, au lieu où vous allez lui dire, par exemple, de jeter bidon, il va venir mettre les restes de nourriture là-bas.
et ça va mélanger déjà tout votre système par la fin, vous allez abandonner. Et lorsque vous faites un bon diagnostic initial et que vous voulez montrer, voici où on doit aller, voici les moyens qu'on a besoin d'aller là-bas, voici déjà les affichages qu'on va faire, la sensibilisation, la formation qu'on va faire, voici ce que vous allez gagner si vous nous accompagnez dedans, surtout s'il y a des primes, vous allez voir qu'ils vont s'appliquer. Et dans ce cas de figure, même quand quelqu'un, au lieu d'aller jeter SIA, il va commencer à se plaindre parce qu'on sait que chaque année, tu as assis à la maison, on te fait un dépôt soit d'1 million pour dire c'est ce qui reste donc de la gestion donc, de nos déchets. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Question, on est au thème du module sur la typologie et la gestion des déchets avant de revenir très rapidement sur donc, les nuisances en entreprise. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'exercice aussi, est-ce que quelqu'un a réussi à faire quelque chose qui veut nous proposer très rapidement? Oui, monsieur Bado. Allez-y. Voilà, en fait, j'ai eu à traiter. Ok, allez-y. Pour notre cas, là, on dit que les déchets sont en vrac. C'est ça. Donc, moi, à mon niveau, j'ai pris... Excusez un instant. Moi, à mon niveau, j'ai pris pour l'incinération de l'ensemble. Ok. Donc, en quelque sorte, j'ai calculé la quantité annuelle de tous les Ok. déchets Tous les déchets. et que j'ai appliqué avec l'incinération, en fait, les 20 000 francs. C'est ça. Voilà. Maintenant, et après, j'ai eu à dispatcher les déchets. Oui, mais quand vous calculez tout en vrac, vous trouvez combien? On va faire ce diagnostic-là technico-économique. OK. J'ai eu à trouver 100 francs. 100 francs, c'est ça. C'est-à-dire, si tous les déchets déjà sont en vrac et qu'on doit les Mhm. incinérer, parce que tous ces déchets-là seront considérés comme des déchets dangereux. Oui, oui. Voilà. Donc, si tout est considéré comme un déchet dangereux, vous voyez ici, par exemple, on a des emballages souillés de produits chimiques dangereux. Et on nous dit que tout ça, Oui, là, ils oui. sont mélangés avec les déchets alimentaires, tout ça. Donc, si Oui, on oui. regarde ça, par exemple, plus le déchet est dangereux, plus son tarif d'élimination est élevé et plus aussi la réglementation, elle est sévère. Donc, comme ils sont en vrac, ils sont mélangés, naturellement, tous les déchets qu'on aura dans le bac là sera en même temps un déchet dangereux. Donc, vous avez calculé, vous avez eu 100 000 francs. Ensuite, le deuxième constat. Ensuite, le deuxième constat, c'est que j'ai dispatché les déchets. J'ai calculé à part à part. À part, Oui, oui. Et là-bas, j'ai eu un total de 30 150 francs. 30 150 francs. Oui, oui. Expliquez-nous comment vous avez fait. En fait, j'ai d'abord calculé pour les déchets alimentaires. Un déchet alimentaire. Oui, j'ai calculé ça, puisque en ce moment, j'ai pris l'enfouissement Euh, et assimilé. Les 5 ok, 000 là, que j'ai ok, appliqué au 0,5. ok. C'est ça. OK. Après les fûts et emballages, j'ai pris Ouais. aussi les. Attendez, je veux voir. Je n'ai pas fait une erreur. Enfouissement, produit dangereux. Ensuite, j'ai pris. Oh, j'ai fait une erreur. J'ai pris les 4 et puis les 0,5, là, je les ai assemblés. Ok. Donc ici, c'est quel? Voilà, c'est ça qui m'a donné 22 500. Oui, Quand j'ai pris les deux combinés, ça m'a donné les 30 150. 30 000. Mais déjà, très rapidement, qu'est-ce que vous retenez? En fait, le constat que j'ai eu à faire, c'est que le Ouais, tri est très essentiel là pour la gestion des déchets. c'est ça.
plus on trie, Bien sûr. plus on a un coût réduit. Plus on trie et plus on a un coût réduit. Donc, c'est Oui, essentiellement ça. Et c'est comme ça se passe en entreprise. C'est-à-dire, si vous voulez d'accord. changer les études, il faut déjà passer par cette étude-là. Vous allez passer déjà par un diagnostic initial. Le diagnostic initial va sous-entendre qu'ils mettaient tous les déchets en vrac. S'ils sont en vrac, vous allez les demander chaque mois là, pour l'élimination de votre déchet, là, parce qu'en entreprise, tout est archivé. Vous dépensez combien? Ils vont vous dire à chaque mois, nous, on dépense nos déchets, voici le prix. Elle a dit non, c'est parce que c'est en vrac. Ensuite, moi, voici ce que je vais proposer. Vous allez les convaincre pour pouvoir changer. Au lieu de dépenser 100 francs tous les mois pour l'accumulation de nos déchets, regardez, quand c'est séparé là, on passe de 30 000 et pour votre cas, à combien? À de 100 000 plutôt à 30 000 francs. Donc, c'est-à-dire on peut garder au moins 70 000 francs. C'est-à-dire 70 000 francs, donner ça gratuitement aux fournisseurs. Mais si les 70 000 francs sont gardés par mois, en un an, c'est beaucoup quand même pour l'entreprise. Donc, l'entreprise, vous pouvez décider après soit de faire moitié-moitié. Moitié va dans la caisse de l'entreprise et moitié reste pour le personnel. Ça les permet aussi de les motiver. Sinon, dans la pratique, vous allez voir que les fûts et emballages réutilisables, on dit on peut les réutiliser. Donc, naturellement, on ne va pas les intégrer dans les coûts de l'élimination. Sinon, normalement, pour ceux qui ont fait, le premier constat, il est juste, on trouve 100 francs. Mais pour le deuxième constat, si on n'intègre pas les fûts et emballages réutilisables, vous allez voir que ça va tourner autour de 12 600 ou 12 250. Donc, vous allez voir qu'il y a un bénéfice de plus de 80 et quelques mille chaque jour qui partait dans les mains du fournisseur. Merci, Monsieur Bingo. Merci. Donc, c'est comme ça se fait en entreprise. Et pour la deuxième activité, avec le temps, vous pourrez le faire à n'importe quel moment, me l'envoyer. Donc, est-ce qu'il y a des questions? 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 Tout le monde a compris. Merci d'ouvrir votre micro, de m'autoriser à continuer par un pouce. Ça montre que tout le monde me suit. Monsieur Salif, non, Monsieur Salif n'est pas en ligne. Madame Marthe, Monsieur Maïga, Monsieur Bingo est en ligne. C'est pas Xiaomi. Xiaomi, est-ce que c'est Monsieur Laurent? Si vous nous recevez, bonsoir à vous. Alors, donc, on a fini le module. Est-ce qu'il y a des questions, il y a des inquiétudes ou encore quelqu'un a un autre constat sur l'exercice avant qu'on le commence? Donc, 1 ou 2 minutes avant de terminer très rapidement sur les nuisances en entreprise. Est-ce que je peux commencer? Merci de confirmer. Oui, monsieur Badou, et vous m'excusez, en fait, je n'ai pas suivi pour le second exercice là. Vous revenez là-dessus, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Le second exercice, je partage l'écran donc. Hum, 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 hum. Alors, donc, le second exercice, ce n'est pas pour faire maintenant. Donc, ça aussi, ça se fait aussi en entreprise et c'est aussi très important. Ce sont des choses pratiques qui se font. Donc, c'est de faire une capture et puis après, si vous êtes dans un environnement qui vous permet vraiment de le mettre en place, ce sera très bien. Donc, c'est une manière aussi de montrer aussi que vous pouvez apporter beaucoup. Voilà, donc, c'est bon, Monsieur Bingo? Oui, oui, c'est bon. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des préoccupations avant qu'on ne commence sur les nuisances en entreprise?
Ok, donc on va commencer la nuisance en entreprise. Alors donc, pour ce deuxième module, on va parler des nuisances donc, en entreprise. Qu'est-ce que c'est quand on parle donc de nuisance en entreprise? Pour vous, c'est quoi une nuisance? Quand on parle de nuisance, on fait allusion à quoi? Je peux aller. Oui, allez-y. Bon, selon moi, je comprends ça comme tout ce qui peut nuire à l'être humain. Ce qui peut nuire à l'être humain. Peut avoir Une des autre, conséquences, en fait, il néfastes. peut, il peut avoir aussi des conséquences. C'est ça. Une autre proposition. Alors, donc, naturellement, quand on parle déjà de nuisance en entreprise, c'est tout ce qui nuit à la définition même du mot nuisance. Donc, tout ce qui va nuire déjà sera considéré déjà comme une nuisance. Mais la nuisance de façon spécifique, c'est toute gêne engendrée par une activité humaine, mais qui est néfaste pour la qualité de vie, sans toutefois être dangereuse pour l'homme, c'est-à-dire en fonction de l'exposition. Donc, quand on parle de nuisance, c'est une gêne engendrée par l'activité humaine, mais qui est néfaste pour la qualité. Ici, on met la qualité de vie, mais qui n'est pas forcément dangereux pour l'homme. Par exemple, les mauvaises odeurs, si les déchets sont très mal collectés, ça va engendrer de mauvaises odeurs. Donc, naturellement, les gens vont se plaindre. Ah, les déchets la sentent. Ils seront toujours gênés, en fait. C'est ce qui signifie une nuisance. Les poussières, ils seront aussi toujours gênés. Et même les bruits. Donc, raison pour laquelle on a jugé bon déjà d'intégrer afin de pouvoir surfer déjà sur ce module. Donc, comme toute formation déjà, l'objectif directement déjà, la technique due à la sonorité. Okay. Donc, l'objectif naturellement, ça sera d'identifier les principales nuisances en entreprise, comprendre leur effet sur la santé et la performance, appliquer les mesures de prévention et de protection, intégrer la gestion des nuisances dans une démarche HSE. Alors, on a beaucoup parlé donc de la notion du bruit en santé et sécurité, qui avait d'énormes conséquences déjà sur les travailleurs. Mais sauf que quand on parle de bruit en entreprise en tant que HSE, on a deux interprétations. Lorsque le bruit déjà s'opère dans le périmètre opérationnel et financier de l'entreprise, c'est considéré déjà comme un risque lié à la santé et sécurité. Mais lorsque le bruit là maintenant est réparti à l'extérieur même de l'enceinte de l'entreprise, c'est considéré comme un impact environnemental. Donc, voici un peu comment on peut appréhender le bruit. Le bruit en santé-sécurité et le bruit en tant qu'impact environnemental. Donc, le bruit sera considéré donc comme un danger et va exposer les travailleurs à plusieurs risques quand on parle de la santé-sécurité. Il sera aussi considéré aussi comme un danger et pourra aussi exposer aussi l'environnement aussi à plusieurs. Donc, on va parler ici d'impact. Donc, naturellement, on va définir déjà ce que c'est le bruit, mais ça sera très rapidement. Ici, c'est le plus ce qu'on doit retenir. Donc, le bruit, c'est une perturbation mécanique à l'air. Donc, qui peut déjà évoluer à 340 mètres par seconde et qui a d'énormes conséquences donc, sur la santé des travailleurs. Mais ici, le bruit déjà peut se matérialiser par le bruit extérieur, c'est-à-dire lié même à l'habitation. C'est-à-dire, vous allez voir déjà votre entreprise, tout le bruit déjà qui se fait dans l'enceinte de vos activités. Quelles sont les machines, les équipements bruyants? Quels sont les différents éléments qui créent un bruit dans votre périmètre opérationnel? Seront considérés déjà comme un bruit intérieur. Alors que les bruits extérieurs peuvent aussi impacter vos activités, par exemple, naturellement, le trafic même routier. Mais vous êtes, par exemple, HSE dans une clinique. Naturellement, si vous êtes à côté d'un échangeur ou encore derrière une école, derrière encore euh, une église, derrière une mosquée, derrière une autoroute, naturellement, il va sans dire que
le niveau de bruit généré par ces activités extérieures aura un impact sur vos activités. Donc, voici un peu comment ça se perçoit. Donc, un bruit, lorsqu'il est dans l'enceinte opérationnelle de l'entreprise, est considéré donc comme un bruit lié donc à la santé et sécurité. Et lorsque c'est lié donc à la santé et sécurité, on verra directement donc les différents risques auxquels il expose les travailleurs. Donc, on avait vu précédemment que l'appareil donc de mesure du bruit, c'est le sonomètre. Maintenant, l'unité de mesure qui permet de mesurer donc un bruit, c'est le décibel. Et on n'a pas de réglementation en vigueur qui statue sur le niveau de bruit à respecter au Burkina Faso. Mais quand c'est comme ça, lorsqu'on a une insuffisance, bon, je ne vais pas dire insuffisance, voilà, dans notre réglementation, on se réfère aux directives internationales. Donc, voici un peu comment ça se fait. Donc, on peut se référer aux directives donc, de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui statue beaucoup plus sur les différents éléments donc, qui accompagnent l'appréciation d'un niveau de bruit. Donc, ils vont nous dire là-bas, le seuil même du niveau de bruit acceptable, c'est 85 décibels. C'est à partir de 85 décibels donc, que le niveau, l'intensité du bruit n'a pas un fort impact sur la personne et aussi même sur l'environnement. Donc, la valeur seuil qu'on utilise, c'est 85 décibels. Donc, vous allez voir déjà à l'aéroport, par exemple, lorsqu'un avion décolle, on a 130 décibels qui est très douloureux, raison pour laquelle il porte un casque. Et on avait vu aussi précédemment que lorsqu'on porte un équipement de protection individuelle, notamment le casque ou le bouchon, on diminue l'intensité donc du bruit donc de 20 décibels. Donc lorsqu'on a 130 décibels, par exemple, lors du décollage, naturellement, ces personnes-là qui rentrent les avions, vous les voyez toujours, ils portent des casques. Donc naturellement, en portant déjà ces casques-là, il diminue l'intensité du bruit, passant de 130 décibels à 110 décibels, en faisant 130 moins les 20 décibels. Donc, en fonction donc, des différents éléments, quand on utilise un marteau piqueur, on a 120 décibels qui est très, très douloureux. Donc, on se dit que le niveau de seuil acceptable, c'est 85 décibels. Donc, en santé sécurité, on fera cette cartographie donc, des zones bruyantes. On va mesurer, utiliser le sonomètre pour mesurer le niveau de bruit à l'intérieur du site. Et maintenant, on va afficher partout. Ici, on a mesuré le niveau de bruit, par exemple, ça dépasse 90 décibels. Donc, on va imposer port du pays obligatoire, port de casque obligatoire, port de bouchon obligatoire. Et c'est comme cela qu'on fait cette cartographie-là lorsque ça se fait dans l'enceinte de l'entreprise. Maintenant, à l'extérieur, si on a des activités aussi qui ont un certain impact sur l'environnement, naturellement, les gens vont se plaindre. Donc, vous allez avoir beaucoup de plaintes en entreprise pour vous dire que vos activités, là, franchement, ça nous fatigue, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à faire si nos enfants n'arrivent pas là à l'école, etc., etc. Donc, vous allez intégrer ces aspects-là dans la continuité de votre activité. Et comme je l'avais dit, dans le suivi environnemental, vous avez promis dans le plan de gestion environnementale pour toute entreprise de peut-être réduire votre niveau de bruit soit à un certain seuil. Donc, vous, en tant qu'HSE, votre rôle, ça sera de prendre ces engagements-là et de vous rassurer donc de respecter ces engagements-là. Donc, les différents risques engendrés par le bruit, on a le traumatisme acoustique, les fatigues auditives, la surdité même professionnelle, même due au bruit. On a beaucoup d'effets même sur l'organisme, l'effet même aussi même sur l'audition qui à un certain niveau devient aussi très nocif même pour le corps humain, qui peut entraîner même beaucoup même de fatigue. Alors que le degré d'exposition déjà va dépendre de plusieurs facteurs, notamment l'intensité du bruit, parce qu'on sait que pour évaluer un risque, on tient compte de deux paramètres, la gravité. Donc ici, la gravité sera conditionnée par l'intensité. Donc plus on a vu précédemment 130 décibels, c'est très très douloureux et très très nocif même pour l'homme. Donc si on ne peut pas diminuer déjà sa gravité, le principe de la prévention nous dit de mettre l'accent sur les équipements de protection collective sans toutefois négliger les équipements de protection individuels parce que l'individu est une composante donc, de l'ensemble. Donc, lorsqu'on fait la cartographie donc, des bruits, on va identifier les machines bruyantes. Et pour ces machines bruyantes-là, on va essayer de mettre en place des équipements de protection collective, c'est-à-dire protéger l'ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer donc
d'engouffrer ces machines-là pour que le bruit là déjà soit contenu à l'intérieur. Donc, on va fermer les salles où ces machines-là sont. Ça permet de contenir le bruit à l'intérieur. Donc, on peut mettre aussi des insonorisants. C'est comme quand vous rentrez dans les bars, naturellement, à l'extérieur, vous n'entendez rien, mais à l'intérieur, le bruit est vraiment intense. Donc, on met déjà des sonorisants déjà sur les murs qui permettent de contenir même le niveau donc, du bruit. Parce que si on a acheté, par exemple, bouchon d'oreille pour toute la population voisinante, c'est compliqué. Donc, on respecte le principe de la prévention qui nous dit de mettre l'accent sur les EPC et ensuite, maintenant, on accélère avec les EPI. Ensuite, on va gérer aussi au niveau de la fréquence, c'est-à-dire, on va essayer de voir déjà si la personne est très exposée, on pourra mettre en place des rotations pour diminuer donc la criticité donc liée à l'utilisation des bruits. Et voici donc déjà comment ça va se matérialiser. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, si on porte le bouchon d'oreille, naturellement, on diminue le niveau donc, du bruit donc, de 20 décibels. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on a fini avec le niveau de bruit. Donc, très rapidement, on va revenir donc sur le deuxième qui est la poussière, notamment par les activités déjà de l'entreprise susceptibles donc de produire de la poussière. Il va sans dire que même à l'intérieur même du site, beaucoup de travailleurs seront exposés, notamment pendant soit le terrassement. Si c'est une entreprise qui est dans la construction ou encore même voire dans l'aménagement même d'une route, dans le terrassement, dans le concret. Dans le terrassement, dans le concassage et même dans le transport, vous allez produire de la poussière. Donc, vous allez voir que dans le PGS, vous allez prendre l'engagement soit d'arroser de façon répétitive pour que la population déjà accueillante ne soit pas exposée. Donc, votre rôle déjà, ça sera de mettre en place des activités pour pouvoir réduire de sorte à ce que ces dangers-là ne représentent pas des nuisances, ou vous allez diminuer même l'exposition. C'est-à-dire, si vous êtes acheteur dans une entreprise de BTP, par exemple, vous savez qu'il y a le transport des matières premières. Et si le transport des matières premières, par exemple, se fait les matins, beaucoup vont se plaindre. Donc, vous allez accentuer à travers l'aménagement déjà de votre site pour que les transports des matières premières se fassent la nuit. Pendant que ça se passe la nuit, beaucoup de gens sont peu dehors, les gens dorment. Naturellement, toute cette poussière-là ne va pas déranger. Et les matins, chacun continue son activité. Donc, ça, c'est une première année. La deuxième année, ça sera après chaque passage. Il faut arroser, il faut arroser, il faut arroser, il faut arroser. Jusqu'au stockage même du matériau. Dans tous les endroits déjà où on voit déjà une exposition à la poussière, c'est à nous, chercher déjà, de pouvoir intégrer donc des éléments afin de pouvoir contenir et éviter donc l'exposition face donc, à ces différents dangers-là. Pour les odeurs aussi, ça sera aussi la même chose, notamment pour les poubelles, par exemple. On va mettre en place un système de sortie très efficace, de sorte à ce que ça ne devienne pas aussi une gêne pour la population environnante et aussi même pour les employés. Pour les employés. Si on a d'autres produits aussi, on va travailler à ce que l'exposition aux odeurs même soit très modérée. Voilà, donc les eaux stagnantes, on va accélérer même les sorties, par exemple, les vidanges à l'entrée. Tout ça, ça y va de notre responsabilité. Parce que si on a des remontées même de nos eaux, même de toilettes, naturellement, les gens vont se plaindre et seront exposés. Donc, c'est de continuer déjà dans ce rôle-là, de promouvoir la santé et la sécurité pour que l'environnement même de travail soit exempté de tout ce qui est comme risque, inconfort, gêne et de permettre un environnement de travail sain, agréable donc à tous. Et pour le suivi donc des poussières, ça se fait généralement par des capteurs, des particules, donc qu'on va appeler PM 10 ou 2.5. Donc tout va dépendre déjà de l'environnement. Ce sont des particules longues de poussière en fonction déjà de leur suspension. On essaie donc de voir la granulométrie même de ces particules-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions? J'ai une Donc, question. PM, c'est... Oui, allez-y, monsieur Mémou. Vous avez eu à parler de la granulométrie des particules. Je ne sais pas, c'est Oui, comment vous mesurez ces particules? oui. Donc, on utilise déjà un appareil.
On utilise donc un appareil déjà. Et c'est cet appareil déjà qu'on peut utiliser, c'est-à-dire soit de deux manières, de façon fixe et de façon portative. Donc, on voit déjà la quantité, c'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple tout court, vous êtes en circulation ou encore au bord d'une voie où il y a la poussière. Quand vous déposez une feuille, par exemple, quand vous allez déposer une feuille et que vous revenez, même le châssis de notre moto, vous allez voir déjà des particules de poussière qui sont là-dessus. Donc, ce capteur-là, on les dépose. Et ces mêmes capteurs-là, sur une certaine période, on va voir une quantité de poussière qui sera sur le capteur. Et donc, pour cette quantité-là, on va voir, l'appareil va faire sortir déjà la granulométrie. Est-ce que c'est un PM10? PM10, ça signifie que ce sont des grosses particules donc, de poussière, en fait. Les PM2.5, ce sont des fines particules de poussière. C'est en fonction de ces particules de poussière-là qu'on va dire qu'on préfère tel masque au détriment de tel masque. Parce que plus les particules-là sont fines, par exemple, les PM2.5, par exemple, si c'est très fine, ils auront tendance à s'infiltrer même dans les petits pores pour exposer le travailleur. Par contre, si c'est des PM10, ce sont des grosses particules. Donc, il y a des masques, par exemple, même si on porte, ils ne pourront pas comment je vais dire ça, transpercer ces masques-là pour atteindre le corps humain. Donc, c'est en fonction de ce que ces capteurs-là nous révèlent. Est-ce que c'est un PM10, les poussières qu'on a sur notre site, ou encore est-ce que c'est un PM2.5? En cimenterie, généralement, vous allez voir que ça va tourner toujours soit autour donc, des PM, par exemple, 10 de grosses particules. Parce que là, on fait référence donc, aux particules même de poussière. Donc, ça va tourner généralement donc, au niveau donc, des PM10, ce sont de grosses particules donc, de poussière qui sont liées au ciment. Donc, à l'intérieur du site, on va identifier des postes de mesure et même à l'extérieur, parce que la population aussi peut se plaindre. Et on va intégrer ça maintenant à travers un plan pour éviter maintenant que les plaintes ne s'accentuent. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on est au thème de ce module. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vais vous montrer, par exemple, un fichier, par exemple, qui montre l'analyse. Ça, ce sont les obligations qu'on doit faire. On est obligé déjà d'intégrer déjà ces particules-là. Donc, je vais, par exemple, vous montrer, par exemple, on fait l'évaluation. Donc, ça rentre déjà dans le cadre donc, de notre surveillance sur site. Donc, on va surveiller déjà les facteurs d'émission, mesurer ces particules-là pour voir que, par exemple, dans le mois de février, on a émis plus de poussière. Donc, ça va se matérialiser aussi à travers les plaintes des gens. Et ça nous permet déjà de mettre en place un plan pour pouvoir les réduire, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Question, question, question. Sinon, on est au thème de ce module. Donc, parlant de la typologie et de la gestion des déchets et aussi donc des nuisances en entreprise, notamment encore le bruit. Allez-y, monsieur Maïga. Merci pour la parole et merci pour cette brillante présentation. Voilà. Maintenant, côté odeur, là, est-ce qu'il y a des équipements qui sont utilisés? Voilà. Est-ce qu'il y a des équipements spécifiques qui sont utilisés pour des mesures ou bien c'est juste par l'essence de ceux qui sont présents dans l'environnement qui on se base sur juste leur sens pour agir? C'est ça. Donc, c'est une très, très bonne question. Pour les odeurs, déjà, quand on sait que, quand on parle déjà de nuisance, c'est toute gêne. Donc, le premier élément déjà qui va nous permettre déjà d'identifier une gêne concernant l'odeur, ça sera notre flair. Les gens vont venir se plaindre, ah, les toilettes là commencent à sentir hein, HSE, HSE,
les toilettes commencent à se sentir, les poubelles ne se vident pas régulièrement, donc il n'y a pas un bon suivi, il y a des odeurs. Donc, ça nous permet déjà de pouvoir détecter la source et de pouvoir remédier au problème, toujours pour un autre cadre de vie propre. Maintenant, en termes aussi d'odeur, on peut utiliser aussi un appareil, le détecteur multigaz. Ah, par exemple, si on a travaillé dans un espace confiné, on utilise cet appareil-là. Donc, il va identifier la présence même du sulfure d'hydrogène, la présence même de l'oxygène et la présence même du monoxyde de carbone. Mais là, ça ne va pas se matérialiser, par exemple, en termes, donc, comment je vais dire ça, de notre ressenti par notre flair, mais ce sont les valeurs qui vont sortir. Et ça nous donne des interprétations. Par exemple, lorsque le monoxyde en grande quantité, l'appareil déjà va vous signaler que vous exposez, par exemple. Lorsque l'oxygène, quand on sait que quand on prend l'air qu'on respire est constitué donc de diazote 80% et d'oxygène donc à 20%. Donc, naturellement, vous allez voir que pour le besoin, par exemple, on travaille même de sorte à ce que même cette quantité-là soit respectée. Donc, on va utiliser le détecteur multigaz, il va donner ces éléments-là. Donc, il peut être fixe comme il peut être aussi portatif. Et les travailleurs vont travailler maintenant dedans. Et lorsque les conditions même de l'air vont changer, ça va commencer à clignoter et ça les interpelle de sortir de la zone. Soit, par exemple, la quantité d'oxygène a diminué, plus la quantité d'oxygène diminue, on se rapproche donc d'une limite supérieure d'explosivité. Donc, c'est-à-dire, l'oxygène en ce moment devient donc très, très inflammable et donc très, très réactif donc, pour produire donc un feu. Donc, sinon, on peut utiliser aussi le détecteur multigaz. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Déjà, est-ce que M. Maïga est satisfait? Sinon, on peut toujours en discuter. Oh, entièrement satisfait. Merci, M. Maïga. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Salif, on veut son micro. Est-ce que M. Salif a des questions? Le micro est ouvert. Est-ce que c'est pour une question? Si M. Salif nous reçoit, merci de confirmer. D'accord. Donc, nous sommes déjà au thème de ce module et en même temps au thème donc, de notre formation initialement prévue donc, pour une durée de 1 mois. Donc, ça a été déjà un panache donc, de formation en présentiel et en ligne. Et comme convenu, on devrait tenir la sortie ou on doit même tenir la sortie demain, dimanche. Et ce qu'on a comme programme déjà, on se retrouve déjà sur le site du cabinet, à la zone 1. La localisation est déjà mise dans le groupe, je pense. Pour ceux qui pourront en tout cas faire le déplacement, ils viendront. On aura aussi les superviseurs qui seront là. On va discuter ensemble. Nos partenaires, certains doivent être là. On va échanger encore, voir dans quelle mesure on peut toujours discuter. Ensuite, on va partager les certificats et attestations. Donc, remise des certificats et attestations, photo de famille. Et après, on ira au musée national pour ceux qui connaissent. La localisation aussi est dans le groupe pour prendre un rafraîchissement. Donc, c'est comme cela qu'on pourra maintenant se séparer. Mais après ça, ça demeure toujours une famille. Le groupe va toujours exister. D'ici peu, on va vous envoyer déjà dans un groupe déjà qui regroupe qu'on appelle SPQHSE où vous allez être parmi la plupart des HSE qui sont au Burkina Faso.
Donc là-bas aussi, c'est un endroit où aussi on lance beaucoup d'opportunités en fonction du profil de chacun. Vous pouvez avoir même des médecins ou de l'Office de la santé des travailleurs, en tout cas de tout autre corps, en tout cas qui intègre la santé et sécurité. Et donc aussi pour les besoins toujours, c'est toujours ouvert. Pour ceux-là aussi, par exemple, qui veulent les supports plus en détail, demain, ils pourront venir avec une clé. La secrétaire va copier ça pour mettre dans une clé USB pour eux. Donc, tout est mis à votre disposition pour accompagner. Pour les besoins de stage, toujours, je rappelle que tout dépend. Pour ceux-là déjà qui peuvent eux-mêmes réadapter leur CV en intégrant le domaine QHSE, ils peuvent le faire. Et ensuite, ils vont nous écrire déjà pour nous dire qu'ils ont besoin soit d'un stage, dans quelle période, est-ce qu'ils veulent un stage à Ouaga ou au Ouaga, en fonction de ces différents éléments-là. Nous, on sait déjà comment on peut s'organiser pour trouver donc une opportunité donc, pour eux. Donc, voici un peu l'ensemble des informations. Je pense que j'ai pas omis quelque chose. Peut-être la suite se verra demain. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des interrogations? Donc, pour ceux-là qui ne peuvent pas nous suivre au cabinet directement, ils peuvent venir au musée. Donc, on est aussi free par rapport à ça. Question? Question concernant le cours ou encore de façon générale, parce que quand on suit le programme, naturellement, c'est notre dernière séance en ligne. Donc, quels sont vos... est-ce que au début, chacun est venu avec des attentes? Aujourd'hui, nous sommes au thème même de la formation. Est-ce que au niveau peut-être de M. Maïga, vos besoins et attentes, vous en êtes satisfait? Au niveau de M. Bingo, de Mme Marthe, donc, chacun, très rapidement, 1 minute, peut ouvrir son micro pour terminer en bonne odeur. Et demain, on pourra se retrouver même de vive voix, continuer. Monsieur Bado? Allez-y, monsieur Benny. Oui. Moi, en tout cas, moi, à mon niveau, ça va. La compréhension était... ce que je voulais en fait savoir même de la santé sécurité, je l'ai reçu. Et voir même plus parce que c'est un peu vaste. On peut dire que c'est un domaine qui est un peu vaste. Donc, ce qu'on avait comme connaissance était un peu minime. Mais je vois que ça a été élargi. Voilà, tout est clair, on comprend bien ce domaine en fait. C'est ça. Hum. Merci, monsieur Et Benny. ah oui. Merci, monsieur Bingo. Allez-y, monsieur Maïga. Ok, en tout cas, je veux dire que on est vraiment entièrement satisfait parce que on a pris connaissance des choses qu'on attendait, on a pris connaissance des choses qu'on n'attendait même pas. Donc, on ne peut dire que merci. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le caractère hybride de la formation, la possibilité de faire aussi bien en présentiel qu'à distance. C'est ça. Voilà, parce que moi, c'est l'un des aspects qui m'a beaucoup plu, qui m'a encouragé parce que j'ai trouvé que c'est ce qui est vraiment adapté à ma situation. C'est ça. Voilà. Donc, vraiment, merci une fois de plus et beaucoup de courage pour la suite. Merci, monsieur Maïga. Merci. Madame Marthe. Oui, en tout cas, je tiens à vous remercier. Merci. Disons vraiment merci. Et moi, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses auxquelles j'ignorais. Et aussi, tous les autres, je les remercie aussi parce que je les ai trouvés courtois et
Gentil. Merci. Et surtout aussi de m'avoir accepté avec l'enfant, venir là-bas de temps en temps avec lui. C'est très gentil. Merci. Il n'y a pas de problème. C'est un plein HSE désormais. Parce qu'il a suivi aussi la formation. Normalement, il doit avoir aussi son certificat. Donc, on espère que vous serez là demain. Demain, on espère que vous tous serez là. Pour moi, particulièrement, je serai là, Inch'Allah. Ok, d'accord. Monsieur Bingo, j'espère En que tout cas, demain si vous tout serez va bien, je dois être là. Si tout là. va Ok, bien. d'accord. Monsieur Maïga, Ouais, surtout, je compte y être là, mais probablement avec un léger retard. d'accord, Voilà, parce qu'on a des activités sociales à gérer au quartier avant d'accord. d'y aller. Il n'y a même pas de, il y a pas de problème. Dans tous les cas, on pourra coordonner. On sera au cabinet jusqu'à 10 heures, voire 11 heures. Et c'est à partir de 11 heures qu'on va se déposer et aller au musée pour le rafraîchissement. Donc, moi, de mon côté, je ne peux qu'être satisfait parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup, beaucoup de formations. Mais aussi pour ce programme-là, honnêtement, j'ai beaucoup appris. Parce que celui aussi qui donne aussi, il reçoit beaucoup, beaucoup en retour. Et chacun aussi a une petite expérience. C'est ce qui fait la particularité de ce domaine-là. On n'est pas expert partout. J'ai beaucoup appris de M. Maïga, j'ai beaucoup appris de M. Bingo, mademoiselle, Madame Marthe plutôt. J'ai beaucoup appris en tout cas de tous les participants. Et c'est ce qui constitue même l'essence même de la vie. Et on continue toujours d'apprendre. Donc, vraiment, merci d'avoir eu à faire confiance au cabinet ISK. Et on ne peut que se souhaiter bonne chance. Donc, j'ai été vraiment, 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 vraiment ravi pour tous les cours, pour toutes les séances. Il y avait l'animation, il y avait l'implication. Nous aussi, quand c'est comme ça aussi, ça nous encourage. Donc, je ne peux que vous dire merci et vous souhaiter en tout cas bonne chance. C'est vrai que demain, on pourra mieux discuter de vive voix. Donc, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas vraiment d'inquiétude, on va se dire demain. Je vais vous souhaiter un très bon samedi surtout. Prenez soin de vous encore, prenez soin de vos différentes familles et on se dit demain. Demain à partir de 8 heures jusqu'à 11 heures, on est au cabinet. À partir de 11 heures maintenant jusqu'à, oh là là, on sera au musée. Donc, merci à vous et très bonne soirée. Merci, monsieur. Bonne soirée à vous également. Merci, bonne soirée.